Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Nous irons en Gambie, ce sont les tout derniers jours de campagne avant la présidentielle de jeudi. Notre envoyé spécial a suivi les deux camps. Face au très autoritaire Yahya Jammeh, l'opposition, d'ordinaire muselée, peut enfin faire entendre sa voix dans les rues de Banjul. L'avenir de Jacob Zuma en jeu. 3 de ses ministres réclament sa démission. La direction de son parti se réunit à Pretoria et de plus en plus de dirigeants de l'ANC se désolidarisent du chef de l'État, englué dans plusieurs scandales de corruption. Le Premier ministre français Manuel Valls est arrivé en Tunisie où il doit participer à la grande conférence internationale des investisseurs Tunisie 2020. Plus de 2000 personnes sont attendues pour aider le pays à relancer sa croissance. Nos envoyés spéciaux sont retournés à Kasserine, le berceau de la révolution. Cela fait 22 ans qu'il dirige la Gambie d'une main de fer. Yahya Jammeh brigue un 5e mandat ce jeudi dans ce pays d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal. Les arrestations d'opposants se sont multipliées ces derniers mois. La campagne est l'un des rares moments où l'on peut entendre des opposants s'exprimer librement. Regardez le reportage à Banjul de Sarah Sako. Scène ordinaire au meeting du président sortant. Yahya Jammeh rafraîchit ses supporters trop enthousiastes, salue ses partisans, intervient en personne quand un mouvement de foule déborde, le spectacle dure des heures. Les responsables de son parti, l'APCR, se succèdent ensuite à la tribune pour vanter son bilan. L'homme au pouvoir depuis 22 ans brigue un 5e mandat. Ce que vous avez eu en 22 ans seulement, vous n'auriez jamais pu l'avoir en 1 million d'années de colonialisme britannique. Et à la sortie du rassemblement, ses partisans exultent. Je me sens si bien, exaltée, je n'arrive pas à l'expliquer. Avant, nous n'allions pas à l'école. Maintenant, on est éduqués. On voit toutes sortes de développements en Gambie. Cet homme est un homme de Dieu. Le premier régime est resté plus de 5 mandats, mais n'a rien fait. Ce président est venu, il essaie de faire quelque chose, alors même s'il se présente 100 fois, ça nous est égal. De son côté, l'opposition aussi mène campagne. Dans un joyeux désordre, ses militants défilent dans les rues de la capitale en scandant des slogans hostiles au président. Une liberté exceptionnelle que leur offrent ces 2 semaines de manifestations autorisées. L'opposition n'a jamais été aussi unie. 8 partis sont rangés derrière Adama Barrow, 51 ans, membre de l'UDP, principale formation d'opposition. Ce dimanche, le cortège défilera plusieurs heures sans tenir de rallye, faute de lieux pouvant contenir la foule, ce qui n'entame en rien la conviction de ses militants. On veut du changement. Combien d'années encore? On n'a même pas de travail. Nos parents doivent nous nourrir. Rien n'est développé. Par exemple, l'agriculture zéro, la jeunesse zéro, tout est zéro. Ce qu'on vit, c'est de la tyrannie, des gens réprimés, des personnes qui disparaissent, des gens qui meurent. Je vous le dis, les Gambiens sont des esclaves dans leur propre pays. Un 3e candidat, Mama Kandé, ancien député du parti présidentiel, participera également au scrutin de jeudi. En hommage à Fidel Castro, le leader cubain décédé, le président gambien Yahya Jammeh a décidé de suspendre sa campagne. Jacob Zuma est en train de mener le combat pour sa survie politique en Afrique du Sud. Ce lundi, 3 ministres de son propre gouvernement ont réclamé sa démission. Le parti de Nelson Mandela traverse la plus grave crise de son histoire. Une réunion de la direction de l'ANC est en cours depuis samedi à Pretoria avec des débats houleux et intenses. Caroline Dumais. Ce qui aurait dû être une réunion de travail s'est transformé en tribunal. Les 86 membres du Conseil national exécutif de l'ANC, la plus haute instance du parti, ont délibéré pendant 3 jours. Faut-il ou pas garder Jacob Zuma à la tête de l'État? Une trentaine de hauts dignitaires, dont 3 ministres, ont exigé sa démission. Il aurait fait trop de mal au parti de Nelson Mandela. Les scandales avec la famille Gupta ont été assimilés à de la corruption. Mais une trentaine d'autres dignitaires ont demandé à ce qu'il reste. Il a été élu par la base du parti. Pas question qu'il parte aujourd'hui. C'est la plus difficile épreuve qu'ait traversée Jacob Zuma. Habituellement, la motion de défiance, c'est au Parlement avec les opposants. Il a assisté à tous les débats. Il ne s'est éclipsé aujourd'hui que 2 heures pour accueillir son homologue, le président ougandais Museveni, en visite officielle à Pretoria. Et puis il est revenu.
Il sait qu'il joue son avenir politique. Ses camarades qui l'ont fait roi sont les seuls à pouvoir le démettre. Et l'ANC qui rendra publiques les conclusions de cette réunion ce mardi après-midi lors d'une conférence de presse. Un nouveau bilan fait état de 62 morts dans de violents combats en Ouganda, des combats qui ont opposé tout le week-end des policiers à des militants séparatistes. Un monarque local auquel se seraient liés ces militants a été arrêté. Le leader de l'opposition, Kizza Besigye, dénonce sur son compte Twitter un massacre absurde dans cette région du Rwenzori, une région réputée frondeuse qui soutient l'opposition, située de l'autre côté de la frontière avec la RDC. En RDC, justement, c'est le massacre le plus meurtrier depuis un an dans le territoire de Lubero, dans l'est du pays. L'attaque menée dimanche par une milice Nandé dans un camp de déplacés Hutus a fait au moins 34 morts à Luanga. Pourquoi des civils Hutus sont-ils à nouveau visés par des attaques dans cette région? Écoutez les précisions de Thomas Nicolon. Il faut remonter plus de 20 ans en arrière afin d'essayer de comprendre pourquoi les camps de déplacés Hutus sont régulièrement visés par des attaques. Dans l'est de la RDC, les FDLR, ce groupe rebelle de Hutus rwandais, est présent dans l'est de la RDC depuis une vingtaine d'années, mais il est sérieusement affaibli depuis plusieurs mois suite à de nombreuses offensives de l'armée congolaise, mais également de certains groupes armés anti-Hutus. Hutus, les FDLR affaiblis donc, mais les autres communautés ont tendance parfois à associer tous les Hutus aux FDLR. Et voilà donc que maintenant que les FDLR sont affaiblis, eh bien, les communautés Hutus se retrouvent fragilisées. Mais à cela, il faut ajouter, selon certains, une dimension politique. Habituellement, ce sont des choses qui arrivent lorsque se préparent des échéances électorales. Autant vous êtes nombreux, autant vous produisez des députés. Et bon, je pense que si les Hutus sont nombreux à Walikale, ils produiront des députés là-bas. S'ils sont nombreux à Lubero, ils produiront des députés là-bas. Je ne crois pas que cela amuse tout le monde. Quoi qu'il en soit, l'attaque de dimanche fut sanglante. Selon l'administrateur du territoire de Lubero, cette attaque a duré plus d'une heure. Les assaillants s'en seraient d'abord pris à une position de l'armée congolaise, une diversion visiblement, puisque dans le même temps, c'est les populations civiles qui étaient visées. Plus de 30 morts donc à l'arme blanche, mais également par balle. Et selon le président de la communauté Hutu de RDC, le gouvernement mais également la communauté internationale doivent redoubler d'efforts afin de protéger les Hutus mais également toutes les autres communautés dans l'est de la RDC. L'actualité en bref dans le reste du continent. Le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar a probablement été tué dans une frappe aérienne française en Libye. C'est en tous les cas ce qu'affirme un responsable américain. La frappe contre le chef du groupe Al-Mourabitoun a eu lieu au mois de novembre avec le soutien du renseignement américain, toujours selon ce responsable. Le Zimbabwe a lancé sa nouvelle monnaie ce lundi. Elle est censée remédier au manque criant de liquidités qui asphyxie son économie. Ces billets d'obligation d'un montant de 2 à 5 $ ont fait leur apparition dans les rues de la capitale. Le Premier ministre français Manuel Valls est arrivé à Tunis ce lundi où il a rencontré le président Essebsi après s'être entretenu avec son homologue Youssef Chaeb. Manuel Valls qui a signé une déclaration contre le terrorisme et plusieurs accords bilatéraux avant de participer ce mardi à la conférence des investisseurs. On va y aller à Tunis, en Tunisie, où s'ouvre la conférence des investisseurs ce mardi. Plus de 2000 personnes, dont plusieurs chefs d'État, sont attendues. Nos envoyés spéciaux, Hamdit Lili et Sandro Lutienne, sont retournés à Kasserine, berceau de la Révolution. C'est ici qu'aurait dû passer l'autoroute venant de Tunis. Annoncée en 2010, les travaux n'ont toujours pas commencé. Dans cette région déshéritée de Kasserine, près de 2000 projets d'une valeur d'1 milliard de dinars ont été programmés depuis 6 ans. La plupart n'ont toujours pas été réalisés. Il y a les terres, 15 hectares, il y a la main-d'œuvre. Il ne manque plus qu'un coup de main du gouvernement ou du privé. Ou même d'investisseurs étrangers. Mais je ne comprends pas pourquoi tout est bloqué, tout est arrêté. Enclavée, sevrée d'investissements privés, la région peine à offrir des opportunités à ces jeunes. Unique alternative pour de nombreux Kasserinois, l'économie parallèle et la contrebande, qui pèsent 40% du PIB du pays. Ici, le trafic d'essence avec l'Algérie, c'est un boulot par défaut. Si les Algériens t'attrapent, ils te tirent dessus.
Si c'est les Tunisiens, tu payes une grosse amende. Moi, si je trouve un autre travail, je ne ferai plus jamais ça. Priorité donc, casser ce cycle infernal en relançant la croissance. À travers sa conférence internationale à Tunis, l'État veut convaincre les investisseurs et les bailleurs de fonds de soutenir son économie. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps de reprise, de relance de l'activité économique, après un temps qui a été plus politique. C'est un point de vue extrêmement positif que nous faisons sur la Tunisie, en voyant effectivement un gouvernement qui adopte toute une série de lois qui sont très favorables à l'investissement. Code de l'investissement plus attractif, climat sécuritaire stabilisé. La Tunisie est en pleine opération séduction. 140 projets d'une valeur de 30 milliards d'euros seront présentés lors de la conférence. Reste le défi de la mise en œuvre des projets. Le gouvernement a promis de décréter rapidement un état d'urgence économique. Mais la réforme a déjà pris du retard et ne devrait pas passer avant la mi-décembre. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur France 24, l'info continue.